Bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant de démarrer cette séance du Conseil syndical, je voulais bien évidemment rendre un hommage tout particulier à notre ami Jean-Christian Schnell, qui, comme vous le savez, s'est éteint il y a maintenant une quinzaine de jours, de manière brutale, alors qu'il était en vacances, en famille, dans le Jura qu'il aimait tant. Je voudrais parler d'abord de l'élu et ensuite de l'homme. De l'élu tout d'abord, Jean-Christian a été un véritable pilier de notre syndicat et certainement le ou l'un des meilleurs techniciens parmi nous sur un sujet aussi complexe, aussi technique, aussi difficile que la gestion d'une usine telle que Cristal. Il a été extrêmement présent, il a été extrêmement efficace, et notamment lorsque nous avons eu une vacance de direction qui a duré quasiment 9 mois. Il a tenu la barre techniquement et il était vraiment absolument remarquable. Il était, je le pense, et je le dis avec toute l'humilité possible, l'un des seuls parmi nous à vraiment comprendre techniquement comment fonctionne cette usine dans le détail. Et puis, je sais qu'il laisse également, j'ai échangé avec Olivier Delaporte, le maire de la Celle-Saint-Cloud, je sais qu'il laisse également un énorme vide dans sa ville, où il tenait également un rôle absolument fondamental. Et Olivier Delaporte m'a confié hier qu'il était très très compliqué, entre guillemets, à remplacer, et qu'il était en train de se creuser la tête pour trouver comment redistribuer les très nombreuses délégations qu'il couvrait avec efficacité et professionnalisme. Et puis maintenant, je voudrais évoquer l'homme. Jean-Christian était un homme absolument charmant, d'une grande gentillesse. Et je pense que tous et toutes et tous autour de cette table et en distanciel, on a pu apprécier cette gentillesse naturelle, cette gentillesse innée, cette douceur presque avec laquelle il s'exprimait. Et humainement, c'était vraiment quelqu'un d'absolument adorable, qui s'était engagé pour la collectivité et pour les collectivités depuis maintenant quasiment un demi-siècle. Hein. C'était un voilà, avec désintéressement, et je pense qu'il représentait vraiment cet humanisme d'élu local, cette gentillesse, ce calme. C'était également un garçon extrêmement calme, qui ne s'énervait jamais, qui parlait toujours de manière posée. Et il est évident qu'il nous manquera tous. En sa mémoire et en son honneur, je vous propose donc de nous lever et d'observer une minute de silence. Bien, nous allons donc maintenant reprendre le cours de notre séance en commençant par une désignation de secrétaire. Allez, je propose Luc Vatel. Ça ne sert à rien d'être secrétaire de séance, mais je tenais à te désigner en tant que maire de Bougival. Voilà. Je vous propose également maintenant d'approuver le procès-verbal de la séance du 14 décembre. Y a-t-il des remarques, des questions, des interrogations? Non, il est donc adopté.
Je vais maintenant vous faire lecture des quelques décisions prises en application de l'article L521110 du Code général des collectivités territoriales. Il n'y a pas grand-chose. On avenant à un contrat de gardiennage du citru par agence Inophile avec la société Géronimo qui est située à Herblay. Ensuite, on conclut un avenant au marché public de caractérisation des collectes sélectives des emballages et papiers avec la société Ecocivicom. Troisième délibération, on donne mandat à un cabinet d'avocats, on a donné mandat à un cabinet d'avocats suite à une requête exercée par une société devant les juges des référés précontractuels et pour information sur le traitement des bouteilles de gaz. Et pour information, ce recours a été perdu par la société ou, en le disant de l'autre côté, nous avons gagné. Quatrième décision, donc conclusion de marché public, c'est la plus importante au moins en termes de finances. Donc pour l'organisation d'une journée porte ouverte, donc c'est la société Imagine qui est située à Caen, qui a gagné pour un montant quand même de 117 385 €. Bien évidemment, un appel d'offres avait été lancé. Et il y a également une part à bon de commande pour un maximum et un minimum selon la durée du marché, montant minimum 7 000, montant maximum 30 000. On signe également un contrat pour la prise en charge et décès d'éléments d'ameublement, c'est classique, hein, avec Ecomaison. Et enfin, on signe un avenant au contrat pour l'action et la performance présenté par Citeo. C'est une convention qui permet au Citru de continuer à bénéficier du soutien de cet organisme durant tout l'exercice qui s'ouvre. Aujourd'hui, l'unique et principal dossier sera évidemment notre débat d'orientation budgétaire avec une espèce d'opéra à deux voix, avec d'un côté Martine et de l'autre Hélène, qui vont nous faire une présentation complète de ce robe, en sachant que derrière bien évidemment, il y aura évidemment questions, débats, réponses, etc., etc. C'est à vous, mesdames. Je vais commencer voilà, l'opéra en question. Donc effectivement, on va débattre et on va s'appuyer sur ce débat, sur le rapport d'orientation budgétaire 2024 que vous avez tous reçu, donc, et que je suppose vous avez lu avec attention. Mais on va pas lire les 30 et quelques pages, voilà, très bien rédigées d'ailleurs. Je remercie les rédactrices. On va présenter des slides, hein, comme on fait tous les ans, pour présenter ce rapport d'orientation budgétaire de façon synthétique. Voilà. Et donc, on a d'abord la présentation globale avec le contexte. Vous savez hein, que c'est un débat voilà, qui est très structuré. Donc, il y a d'abord effectivement le contexte macroéconomique, puis un contexte spécifique au secteur des déchets et au Citru. Ensuite, on va parler vraiment des orientations budgétaires 2024 avec les principales recettes et dépenses de fonctionnement, la situation financière donc, qui résulte du Citru, les recettes et les dépenses d'investissement, la structure et l'évolution de la dette et des effectifs. Et puis, on abordera le programme pluriannuel d'investissement. Voilà, donc c'est très normé. Bon, c'est la même chose dans toutes nos vies, là, vous savez. Donc, là, le rapport d'orientation budgétaire, donc c'est une étape effectivement qui est importante pour tout le monde ici, pour la construction du budget des collectivités. La tenue de ce débat est obligatoire dans les 10 semaines donc précédant le vote du budget. Hein, ça, c'est la M57 qui le précise actuellement. Le contenu donc du débat, il a été précisé donc dans la loi NOTRe il y a déjà un certain temps, hein, c'est du 7 août 2015, par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020. Donc on a vraiment voilà, un contexte juridique très, très précis sur celui-ci. Donc la présentation, bien sûr, on l'a dit, hein, il y a le rapport qui est joint. Et on va revenir plus précisément voilà, sur tous ces points. Alors, comme les années précédentes, on va dire, on rappelle effectivement les différents modes de gestion du service public de traitement du Citru. Donc, vous savez qu'il y a 2 délégations de service public qui sont importantes, voilà, et les 2 seules d'ailleurs, pour le Citru. Il y a d'abord l'exploitation de l'usine d'incinération Cristal avec le nouveau contrat qui a été signé avec Suez, qui était déjà notre ancien délégataire en novembre 2022, avec un début d'exécution en décembre 2022. Et cette DSP, donc, elle est signée pour une durée de 8 ans.
Et elle s'appelle donc, on va voir CEV ou Cristal Ecovalo. On l'appelle tout rapidement comme ça. Et puis, on a une deuxième délégation de service public avec le réseau de chauffage urbain. On renouvelle le contrat qu'on a conclu avec Engie à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 15 ans. Et là, tout le monde connaît effectivement Cristal Éco-Chaleur, la société dédiée. Donc. Pour ce qui concerne les autres activités de traitement du citru, donc vous savez que ce sont aussi des marchés publics, d'exploitation de la déchetterie, le tri des collectes sélectives, les déchets verts, les gravats et les encombrants. Donc tout ça, c'est précisé hein, largement dans le rapport. Donc voilà, les contractuels, on a Veralia, on a Paprec, on a Citeo, on a Suez, on a Biohybride Service. Voilà, je ne les reprends pas, mais ils sont tous largement détaillés dans notre rapport. Donc ensuite, effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'on rappelle quand même, pour ceux qui vraiment souhaitent revenir à des choses plus complètes, qu'on rappelle la page 5 à 7, puis etc. Donc si on veut se référer de nouveau au rapport lui-même. Donc pour ce qui concerne le contexte macroéconomique, donc on dit qu'on a une croissance modérée. On a noté, hein, parce qu'on a quand même cherché, effectivement, on a regardé un peu tout ce qui se fait au niveau donc international et au niveau des, voilà, des organes qui font ces études. On a une croissance modérée donc, qui se poursuit avec voilà, une baisse de l'inflation sur 2023-2024, sachant qu'on avait vraiment atteint un pic en 2022. Alors, la croissance, elle est quand même modérée, surtout elle est faible en zone euro, et ce sont vraiment les pays émergents hein, qui tirent cette croissance mondiale, voilà, avec 3% en 2023 et 2,9% en 2024 au niveau mondial, hein, cette fois-ci. On a une dynamique de désinflation en cours en France, hein, qu'on a effectivement notée, et notamment dans la zone euro, hein, plus généralement, avec une hypothèse qu'on a retenue donc, pour toutes nos prévisions de 2,6%, et qui est la loi de finances d'ailleurs de 2024. Ensuite, on a les constats effectivement se vérifient avec la révision des marchés du traitement du citru, sachant que voilà, tous les marchés ne suivent pas forcément les mêmes indices de révision. Voilà. Et on a un taux de chômage qui est historiquement bas dans la zone euro. Voilà, on peut le redire également. Pour ce qui concerne le secteur spécifique des déchets du citru, là, on a toujours une incertitude sur les cours de reprise des matériaux pour 2024. C'est comme ça qu'on a construit le budget avec certaine prudence. En 2022, on a eu une belle embellie, entre guillemets, pour le premier semestre. On en a déjà parlé, du cours des matières premières recyclées. Et effectivement, ça s'est plutôt stabilisé, voire un peu, ça a dégringolé au deuxième semestre. Et pour 2024, le citru ne doit pas compter, malheureusement, une fois encore, sur un envol des recettes issues de ce secteur. Donc on aura une hypothèse prudente sur l'évolution de nos recettes sur les reprises de matériaux. Pour la TGAP, donc la trajectoire, elle poursuit sa hausse, hein, malheureusement pour tout le monde, hein, nous y compris. Mais pour 2024, on peut quand même dire qu'elle est liée effectivement pour nous à l'incinération des déchets. Et on a une TGAP de 14 € la tonne. Donc, si vous avez regardé le tableau, on est plutôt bien dans la mesure où effectivement, elle augmente beaucoup plus pour ceux qui ne respectent pas la performance énergétique ou d'autres critères. Elle est en hausse cependant par rapport à 2023 et elle va être normalement, elle est en hausse aussi pour 2025. Hein. Donc elle a quand même une trajectoire qui augmente et puis après, je ne sais pas, les années suivantes. Voilà. Donc on a notre société dédiée Cristal Ecovaleur, voilà, qui dans le cadre de la nouvelle DSP s'est engagée à facturer au Citru la TGAP réduite applicable à donc Cristal CVE dès le 1er janvier 2023. De toute façon, Cristal CVE s'est engagé à nous appliquer cette TGAP. Mais si on va sur le slide d'après, on s'aperçoit quand même, hein, puisqu'on peut du coup passer sur le slide d'après, que Cristal Éco-Chaleur, donc la performance a été atteinte, la performance énergétique a été atteinte pour l'année 2023 et 2024. Et donc, eux aussi, ils auront effectivement ces 14%. Voilà, on reste sur 14%, quoi qu'il en soit. Donc, pour en revenir donc à cette TGAP, le principe, c'est pollueur-payeur. Hein. Elle est entrée en vigueur il y a déjà un certain temps, en 2000.
L'objectif, c'est limiter la part des déchets enfouis et incinérés et encourager les comportements vertueux. Le taux de la TGAP, donc applicable aux citrues, il a fortement augmenté puisqu'il était à 9 euros. Là, on passe à 14. Hein. On est passé à 12 puis à 14. Et comme elle est liée à la performance énergétique, plus la chaleur vendue est importante, moins la TGAP est élevée. Et cette performance, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle a été atteinte en 2023 et donc on a pu la constater en 2024 puisqu'on a atteint une performance énergétique de 65,5%. Ça, c'est issu de résultats de données qui ont été effectués voilà, par la société. D'où l'importance, bien sûr, de développer le réseau de chaleur. Et heureusement qu'on a cette TGAP à 14%. À 14 euros la tonne, pardon. Alors, pour la partie purement financière, je laisse Hélène prendre le relais, donc sur les recettes dépenses de fonctionnement. Quelqu'un? Voilà. Donc, oui, on va présenter donc, les orientations budgétaires 2024. On va commencer par le fonctionnement, la section de fonctionnement, donc, qui présente des dépenses et des recettes. Et on va commencer par les recettes qu'on peut s'attendre à percevoir en 2024. Donc, il y a une baisse prévisionnelle des contributions qu'on avait votée donc, en décembre. Donc, on va rester peu ou prou sur les contributions définitives sur ces montants-là. Donc, pas de hausse des contributions de toute façon au budget définitif. Et pour les autres produits, on est plutôt sur une stabilité. Donc, les recettes des repreneurs sont relativement moroses. Donc, c'est ce qui est en rouge, là, ce qui est tout petit. En fait, voilà, vous voyez la structure de nos recettes, là. On a en vert 85% de nos recettes réelles de fonctionnement, donc c'est les contributions, et les soutiens des éco-organismes, donc les contributions en baisse. Les soutiens des éco-organismes restent stables. On peut prévoir, on peut tabler sur une stabilité. Et puis après, les autres recettes, ça représente moins de 10% chacune du budget de recettes en fonctionnement, recettes réelles. Donc les repreneurs, on peut tabler sur une stagnation, donc pas de baisse, mais une stagnation. Donc on peut raisonnablement budgéter à peu près ce qu'on a perçu en 2023. Par contre, il y a une légère hausse là-dessus, sur ce chapitre-là, qui est liée à la concession, la nouvelle concession incinération, qui prévoit une redevance d'occupation du domaine public et puis des intéressements, et également une redevance de contrôle, chose qu'il n'y avait pas dans l'ancienne DSP. Et ça nous amène à un montant relativement élevé qui doit s'élever à peu près à 600 000 euros. Donc on n'avait pas les années précédentes. Donc ça nous permet un souffle d'air pour notre budget en recettes. Et puis pour le reste, l'autre recette un peu importante, c'est celle qui concerne la redevance du réseau de chaleur qui augmente légèrement d'année en année avec le développement du réseau. Donc bon, c'est 7% des recettes réelles de fonctionnement. Et ces recettes, voilà, donc on peut raisonnablement les estimer à 1,1 million pour 2024. On a perçu un peu plus d'1 million en 2023. Voilà. Et donc, comme vous voyez, la courbe en bleu, c'est nos recettes globales, en fait, réelles de fonctionnement, qui, au global, baissent. Voilà. Grâce essentiellement à la baisse des contributions. Hein. C'est tout simplement ça. Pour le reste, c'est très stable. Donc, un petit focus justement sur ces recettes. On voulait quand même souligner l'impact positif donc, de notre nouveau contrat de DSP incinération, donc, qui a permis vraiment de faire baisser drastiquement les contributions de traitement en 2024. Alors, ce qui a également un impact dans la baisse de contribution de traitement pour 2024, c'est qu'on avait budgété en 2023 une dépense de 2 millions d'euros, donc qui s'était répercutée sur les contributions, forcément.
Cette somme de 2 millions d'euros était là pour rembourser à Cristal Eco Valo une taxe exceptionnelle instaurée pour 2023 sur l'électricité, taxe qui n'a pas été payée en 2023 et qui fait l'objet donc d'un rescrit de la part de Suez, Cristal Eco Valo, parce que nous sommes dans une situation très particulière, nous ne faisons pas de profit avec l'électricité, puisqu'elle servent essentiellement à faire baisser les contributions des adhérents. Donc on espère que la direction des impôts accorde une réponse positive au fait qu'on ait, enfin voilà, nous permettre de ne pas payer cette taxe. Voilà. Donc de toute façon, elle ne se répercute pas en dépenses pour cette année, je ne l'ai pas rebudgétée, puisqu'elle a été provisionnée au comité syndical du 14 décembre. Donc intégrée, réalisée dans le budget 2023, mais donc elle n'impactera pas le budget 2024, si on devait la payer. Également, à noter, nous allons commencer au plus tôt. Donc ce n'est pas, c'est vraiment si on a un constat d'atteinte des performances garanties des travaux réalisés à l'usine Cristal, la part fixe qui est due toujours à Suez, Cristal Ecovalo, toujours dans le cadre de la nouvelle concession de l'usine d'incinération. Donc cette part fixe, elle est due à Suez pour les investissements qui sont réalisés à l'usine. Donc on l'a intégrée, elle est estimée pour 2024 à 464 000. On la paiera peut-être en 2024, au plus tôt, en décembre 2024, au plus tôt. Donc elle est intégrée de toute façon à 464 000 euros. Elle est intégrée dans nos prévisions. Voilà. Et juste pour info, cette part fixe, elle a été calculée sur notre profil de désendettement. Donc on va effectivement monter en puissance d'année en année au fur et à mesure qu'on va se désendetter. Donc 464 000 euros, c'est le montant 2024 de décembre. Mais effectivement, ça sera plus élevé en 2025 et suivante, mais avec un désendettement voilà, qui va compenser. Donc on voulait simplement aussi signaler que les contributions de traitement, si on veut qu'elles continuent à baisser pour les années à venir, il faudra agir effectivement sur les tonnages. Donc les leviers, ben, c'est vraiment la prévention, donc avec améliorer le geste de tri pour éviter les refus de tri, et puis limiter effectivement ben, le geste de jeter aussi. Et également des contrôles des dépôts en déchetterie pourraient limiter aussi les tonnages. Voilà, donc les dépenses de fonctionnement. Donc on a une tendance au global, donc la ligne orange là tout en haut, c'est le budget global, donc c'est toujours les dépenses réelles de fonctionnement, je ne prends pas en compte le virement, enfin l'autofinancement ici. Donc dépenses réelles de fonctionnement, donc au global il y a effectivement une légère baisse de moins de 70%, mais c'est un peu trompeur en fait, elle est essentiellement à la provision qu'on a faite de 2 millions. Voilà. Donc, parce que pour le reste, on a quand même l'inflation qui est à prendre en compte et effectivement la hausse de la taxe globale sur les activités polluantes, donc TGAP, de 12 à 14 euros par tonne a forcément un impact aussi. Et donc voilà, il y a quand même plutôt une tendance à la hausse en général, mais on reste sur un budget qui est très maintenu. Voilà. Donc les charges à caractère général, c'est 94% de nos dépenses réelles de fonctionnement. Donc, et là-dedans, il y a nos charges de traitement qui représentent 94% de ces charges. Donc les 6% restants, c'est tout le reste, c'est les dépenses liées au réseau de chaleur, c'est à peu près une centaine de milliers d'euros, l'achat de chaleur et puis la rémunération de notre assistant à maîtrise d'ouvrage de contrôle de cette concession de service public. Et puis tout le reste, c'est nos contrats fluides, entretien, informatique, opérations ponctuelles, par exemple la journée porte ouverte, des assistances à maîtrise d'ouvrage particulières qui sont détaillées qui sont détaillées dans le rapport.
Euh, voilà, donc la JPE, la journée porte ouverte. Quelques dépenses ponctuelles en fait, 20 000 € également de maintenance et réparation dans les bâtiments. Et puis on a également, on doit faire constater l'atteinte des performances garanties à l'usine, donc c'est 18 000 €. Voilà. Donc le reste, les charges de personnel représentent 3% de notre budget. Donc, et on va devoir prendre en compte pas mal d'éléments. Donc on a un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre. Donc on doit prendre en compte dans ce budget-là. On a le glissement vieillesse technicité habituelle et on a également l'effet année pleine des mesures de revalorisation de l'État qui sont intervenus en cours d'année 2023. Donc là, on a l'effet année pleine, donc à prendre en compte. Pour le reste, les intérêts de la dette diminuent, donc 2% de nos dépenses, même si on a 2 emprunts structurés qui... l'échéance de janvier a été effectivement plus élevée, mais éventuellement, voilà, on va surveiller. Et de toute façon, on demande le fonds de soutien. Et puis voilà, puis les indemnités élues, l'informatique, c'est 1% du budget. On a également sur ce chapitre qui représente 1%, tout ce qui peut être pénalité qu'on nous inflige ou éventuellement les indemnisations pour imprévision qu'on pourrait avoir à payer, voilà, si besoin. Donc je crois que oui, c'est moi qui conclue. Donc on a sur ce tableau-là un récapitulatif de nos objectifs. Donc là, on a mis vraiment la globalité. Donc on aurait une évolution globale plutôt à la baisse, mais voilà, avec un effet un peu trompe-l'œil. Et un résultat de clôture provisoire qui est positif. Donc pour la section de fonctionnement qui était à 2,9 millions. Voilà, donc si on continue sur le slide d'après, là on a un détail, fonctionnement, investissement. Qu'est-ce qui est à retenir de ça? C'est qu'on a un résultat donc positif de clôture sur nos 2 sections. Donc on a eu plus de recettes que de dépenses, de plus de 2,9 millions, donc qui est notre solde positif sur le fonctionnement, et plus 575 000 €, qui est un solde positif sur notre investissement. Donc à cela, on doit ajouter à notre résultat tout ce qui est solde, enfin les résultats cumulés des années antérieures. Donc en haut à droite, on a un résultat reporté des années antérieures positif pour la section de fonctionnement, qui est de 3,9 millions et qui on va additionner à notre résultat de clôture, ce qui va porter le résultat de fonctionnement 2023 à 6 942 000. L'année dernière, il était à 7 millions. Et en fait, il sert à notre autofinancement. Il sert à payer nos investissements sans avoir besoin d'emprunter. Et donc notre investissement, par contre, c'est une section qui est structurellement déficitaire, d'où l'importance d'avoir une section de fonctionnement structurellement excédentaire, puisque effectivement, c'est cette section de fonctionnement qui va aller combler le déficit structurel de la section d'investissement. Donc, à notre résultat positif de 675 000 €, il faut ajouter le résultat négatif des années cumulées de moins 2 millions, ce qui nous donne un résultat d'investissement de moins 1 464 000. Il faut y ajouter le report en dépenses et en recettes. Et donc, on a un résultat un besoin de financement de la section d'investissement 2023 qui se monte à 1 874 000. Ce qui donne un résultat excédentaire en fait à 5 068 000. Pour information, effectivement, quand on a rédigé le rapport d'orientation budgétaire, le résultat était provisoire, mais aujourd'hui il est définitif et en fait c'est celui-là. Donc on va devoir affecter à la section d'investissement, c'est une obligation comptable, donc de quoi combler le déficit de la section d'investissement. Donc on a 1 874 000 à combler, donc c'est ce qui est en orange. Et au budget 2024, on va l'affecter en recettes à 1 874 000 et ça va aller financer nos reports et également notre déficit cumulé. Et donc on va pouvoir garder en recettes de fonctionnement
5 68 000 qui vont pouvoir du coup participer de notre autofinancement et donc nous aider à financer nos investissements. Et là, c'est Martine qui reprend. Voilà, je vais prendre le relais sur les indicateurs financiers. Donc, pour ce qui concerne l'épargne et l'équilibre du budget, donc vous avez vu effectivement que c'est un budget qui est équilibré. Donc, l'objectif pour les prochaines années, c'est ce qu'on avait d'ailleurs voté, c'est d'avoir une CAF nette de 300 000 euros. Hein, c'était notre objectif d'atteinte pour les 3 années qui venaient. Et une CAF brute, je remonte juste un petit peu, voilà, qui soit stable de manière à couvrir le remboursement du capital de la dette et permettre bien sûr de financer nos investissements. Donc, si on reprend sur les 4 années, les 21, 22, 23 provisoires et 24, on voit que bon, on maintient un EBF, un excédent brut de fonctionnement qui reste correct. Hein, d'ailleurs, on va le voir, même si ça baisse un peu, puis ça remonte, voilà, selon les années et les investissements qu'on a à faire, voilà, et l'activité. Notre CAF brut, en fait, c'est la capacité d'autofinancement. Entre celui qui est le haut, l'excédent brut de fonctionnement, c'est voilà, le delta entre les dépenses et les recettes plutôt et les dépenses de fonctionnement. À cela, effectivement, donc c'est le fameux EBF. À cela, vous déduisez les intérêts des emprunts. Il n'y a pas de produit exceptionnel, hein, donc on se retrouve effectivement avec notre capacité d'autofinancement brut. Et on a quand même encore 2,5 millions donc en 2024 en hypothèse, hein, sachant qu'on est à 3 millions en provisoire en 2023. Et ça nous amène donc à calculer nos taux d'épargne brute, c'est-à-dire cette CAF par rapport à nos recettes de fonctionnement. On reste quand même élevé puisqu'on a 14 des taux d'épargne brute, ce qui est plutôt bien. Hein. Je ne sais pas comment c'est dans vos communes respectives, mais pour le Citrus, c'est plutôt un taux qui est tout à fait correct, même s'il évolue un petit peu, voilà, il faut le surveiller, mais cela reste effectivement un très bon taux. Hein. Et la CAF net, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pour atteindre au final les 300 000 euros. Donc là, on serait plutôt sur 370 000 euros. Alors évidemment, on dit que c'est quand même tout ça grâce effectivement à notre nouveau contrat de DSP qui nous permet de dégager une marge qui reste tout à fait respectable. On y reviendra sûrement. Voilà, négociation. Alors les recettes d'investissement, on a le FC. Alors ça, on est vraiment sur les recettes. Hein, on a le FCTVA et le fameux excédent de fonctionnement capitalisé dont on a parlé tout à l'heure. Donc le FCTVA, il est environ 160 000 euros, parce qu'on est quand même sur des prévisions. L'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est 1 800 000 euros. On a des subventions qui sont inscrites pour 40 000 euros, alors qui étaient liées à l'extension de la déchetterie, pour lesquelles donc, on avait une subvention de 200 000 euros. On en a reçu 160, il en reste encore 40 à recevoir. On a nos emprunts, mais bon, nos emprunts, on n'a pas prévu d'emprunter en 2024. Donc, on reste sur les emprunts qu'on a déjà, hein, on y reviendra. Et le fameux virement de la section de fonctionnement à l'investissement, donc qui n'est pas encore chiffré, mais qui sera effectivement quand on aura eu la version définitive de nos comptes, mais qui bien sûr va alimenter les recettes d'investissement. Voilà, pour financer, encore une fois, le capital de la dette, etc. Alors, les dépenses, donc il y a toujours des restes à réaliser. On en a pour 450 000 euros. On a l'avenant 8 et 9 de la DSP Suez pour finir les derniers travaux avec de la DSP pour 244 000 euros. Et on a des travaux d'extension de la déchetterie, toujours, hein, voilà, pour 66 000 euros. Un reliquat quand même. Et la chaufferie de l'usine, une étude pour la mise en conformité des eaux usées par rapport aux eaux pluviales pour 40 000 euros. Alors, on est toujours sur cette affaire de bassin d'orage et de séparation eaux pluviales aux usines. Et les orientations budgétaires, donc on les rappelle encore une fois, on a les travaux de mise en conformité des eaux industrielles, voilà, et le reliquat de travaux pour l'usine Cristal sur l'ancienne DSP toujours, qui sont en cours de chiffrage. On a effectivement aussi des licences, des travaux d'aménagement, toujours sur ces eaux usées. Alors,
En ce qui concerne la dette, donc là, on a le profil d'extinction de la dette. On a 9 emprunts à taux fixe et 2 emprunts structurés à taux révisable. Donc, on en a déjà longuement parlé. Hein, vous vous rappelez, CMS 10 ans, CMS 2 ans. Si c'est positif, tout va bien. Si c'est négatif, ça va moins bien et on paye plus cher. Et ça a été le cas, effectivement, en 2023. Ça a été le cas de nouveau au début 2024. On fera appel au fonds de soutien de nouveau. Donc, en 2024, on va rembourser un peu plus de 2 millions. Donc, on est effectivement en mesure quand même de rembourser nos emprunts. Notre capital restant dû au 1er janvier est de 8 millions d'euros. Et du coup, il va descendre à moins de 6 en fin 2024. D'ailleurs, on le voit, hein, début 2025, il reste 6 millions. Et on a effectivement une extinction avec des paliers, sachant que 2027, on va descendre sous le palier des 3 millions d'euros. Voilà, ça c'est important de le dire. Hein. Voilà. 2027, c'est pas loin. Alors, 1er janvier 2024, pour ce qui concerne l'évolution des effectifs, donc on a 8 emplois à temps complet, hein, Hélène en a parlé. On a effectivement une année pleine sur les mesures de revalorisation, des attributions de points d'indice, le GVT, des salaires sur 11 mois pour un poste de technicien supplémentaire en CDD, on place une personne qui est absente, et des missions avec le CIG. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution des charges de personnel qui forcément augmente un peu et puis qui augmente voilà, par rapport à les décisions contraintes de l'État, hein, bien sûr, comme dans nos collectivités. Et pour ce qui concerne le programme pluriannuel d'investissement, donc le CITRU a poursuivi donc l'extension de la déchetterie, de sa modernisation. Nous avons également des travaux d'investissement pour l'usine Cristal qui ont été intégrés à la nouvelle DSP, voilà, qu'on va effectivement avoir à payer. Et ces projets d'investissement sont relativement lourds puisqu'il y a la réfection du four 2 qui est envisagée ou son remplacement, le remboursement du GTA, non, qui est peu probable, hein, vous dites, et voilà, et qui devront néanmoins être pensés pour l'année à partir de 2025. Ensuite, il y a une réflexion sur le traitement des biodéchets qui doit être menée en lien avec nos adhérents, nos partenaires, de façon à aboutir à des plans d'action concrets. Mais ces projets, voilà, notamment pour la construction d'une usine de méthanisation, ne sont pas du tout à l'ordre du jour pour le moment. Voilà, je pense que nous avons terminé cette présentation synthétique de notre rapport. On peut ouvrir le débat. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais juste, avant d'ouvrir le débat, préciser 2-3 points. D'abord, effectivement, souligner l'excellente tenue financière et budgétaire de notre syndicat. C'est-à-dire qu'à la fois, nous dégageons en prévisionnel 15% d'épargne brute. Effectivement, comme tu le soulignais, je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui aimeraient avoir 15% d'épargne brute. Je dirais même que sur l'année 2023, on va battre un record. Je pense qu'on va être à 20 ou 25%, surtout a fortiori si les 2 millions sont effectivement annulés par Bercy, auquel cas on aura un résultat de l'ordre quasiment de 25%, ce qui est exceptionnel. Ça, c'est le premier point. On est là sur un trend qui est extrêmement stabilisé, qui est positif et avec une visibilité, ce qui est aussi très important. Sur les prochains exercices, on n'aura pas de mauvaises surprises. Ça, c'est quand même un point fondamental. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que ça nous permet de baisser nos recettes. C'est-à-dire que la baisse de nos recettes ne provient pas uniquement que d'aléas liés au marché, mais d'une décision volontaire de baisser les contributions de nos 3 partenaires. Et donc les contributions par là même des 320 ou 360 000 foyers que nous desservons et que nous servons annuellement. Ça, c'est un point très important. Et on va regarder sur 2025, en fonction des résultats 2024 et des évolutions, si nous pouvons continuer cet effort, si nous décidons de stabiliser, mais on aura réussi, grâce à cette DSP, à baisser de manière volontaire les contributions, ce qui est une inversion de tendance forte par rapport aux années précédentes, où du fait de l'ancienne DSP, on subissait plus des hausses qu'on ne pouvait générer de baisse. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et tu le soulignais, Martine, c'est qu'on est sur une phase d'extinction de notre dette. Globalement, à 3 ans, en 2027 ou 2028, elle sera quasiment éteinte. On sera à 2-3 millions, c'est-à-dire autant dire peanuts. Ce qui est important, parce que c'est à ce moment-là, puisque je vous rappelle que notre DSP s'arrête en 2030, c'est à ce moment-là qu'il va falloir véritablement rentrer dans une réflexion active, au-delà des études, etc., sur ce que nous faisons
à partir de 2030. Et plus nous aurons de capacité à emprunter, plus nous aurons de capacité à supporter éventuellement ou à accompagner des emprunts, plus nous aurons la possibilité de réfléchir intelligemment à notre avenir, hein, et notamment à ce sujet de four qui va commencer à nous occuper. Dès cette année, il va falloir qu'on en parle. Là, on laisse passer la période budgétaire, mais il va falloir qu'on démarre tous, hein, une réflexion sur ce que nous voulons voir pour notre syndicat à horizon 2030, 2031, 2032. C'est maintenant que ça se prépare au regard de l'importance à la fois financière, technique, stratégique des choix qu'on devra opérer. Il ne faudra pas qu'on se trompe. Pour ce qui concerne la méthanisation, effectivement, alors je dirais pas exactement que ce n'est plus à l'ordre du jour. Je dirais juste que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour plusieurs raisons, même si nous avons des obligations théoriques en la matière, hein, pas spécialement le Citru, mais nous, territoire, il est évident qu'aujourd'hui, et ce que j'ai dit d'ailleurs l'autre jour aux Parisiens, personne n'est prêt, hein, ni ici ni ailleurs d'ailleurs, hein. On est sur quelques expérimentations. Je parle pour la CSGBS que je connais bien, on distribue des composteurs individuels, c'est très bien. De là à mettre en place un système de ramassage qui fonctionne, qui soit économiquement viable et surtout qui permette, avec des débouchés, de pouvoir traiter ces déchets, organiques, ces biodéchets, on a encore du temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y pencher, ça veut dire que pour l'instant, je ne vois pas comment on peut raisonnablement réfléchir à l'instauration ici d'une unité de méthanisation. Ça va en plus avec le choix qu'on fera sur le four. Tout ça doit avancer, à mon sens, de concert. On verra un petit peu la manière dont tout ça évolue. Je parle uniquement pour la CSGB, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres intercommunalités. Voilà. Moi, je vois, bon, on a des micro-expérimentations sur des échelles très locales pour regarder les sujets de ramassage, mais on en est très, très, très loin, hein. Donc voilà, donc je pense qu'il faudra à terme monter un écosystème, je ne sais pas à quoi il ressemblera. Est-ce que ce sera le Citru qui devra porter une unité de méthanisation? Est-ce qu'il faudra réfléchir à une échelle beaucoup plus large, à une unité de méthanisation commune qui permettent de couvrir plusieurs territoires? C'est sûr qu'il va falloir rentrer dans cette réflexion. Elle n'est pas pour l'instant, au regard de la situation, totalement à l'ordre du jour. Donc c'est pour ça que je réformerai juste la phrase « n'est plus à l'ordre du jour », je dirais plutôt « n'est pas à l'ordre du jour ». Voilà, c'était juste les 3 réflexions que je voulais partager avant d'ouvrir le débat. Donc maintenant, la parole est à vous. Oui, bonsoir. 2 petites questions. La première sur les dépenses de fonctionnement et la deuxième sur les dépenses d'investissement. En fonctionnement, j'ai pas bien compris comment les charges à caractère général passaient subitement de 13 millions à 14,5 millions. Alors, les 13 millions, apparemment, c'était assez exceptionnel en 2023, puisqu'on voit qu'ils sont en très forte baisse grâce au nouveau contrat avec Suez. Mais pourquoi est-ce que cette baisse n'est pas stable sur l'année 2024? Alors, d'abord, il y a l'inflation, effectivement, qui est bien là quand même, qui baisse, mais qui est quand même là. Et puis, une taxe globale sur les activités polluantes qui augmente quand même de 2 € par tonne. On prend 200 000 € sur la TGAP, hein, cette année. Oui, et puis il y a autre chose qui vient, c'est les 460 000 € d'investissement qu'il faut payer au sein du fonctionnement. Et effectivement, Voilà. on a également un ajout de 460 000 € qui correspond à la part fixe qu'on va commencer à payer, effectivement, à Suez. Et qui n'était pas en 2023. Non. Ah, d'accord. Bah, c'est ça la principale explication, parce que c'est pas l'inflation. Et puis la TGAP, quand même, à 200 000 €. Hein. Oui, 200 000 €, mais on passe de Oui. 13 à 14,5. Ouais, tout à Donc fait. il y a 1,5 million d'écart Ouais, tout à expliquer. D'accord. Ok. Et sur l'investissement? Alors sur l'investissement, ça me gêne un peu qu'on n'ait aucun chiffre. On voit 2 lignes en cours de chiffrage.
on n'a pas au moins une estimation grossière, parce que comme la CAF nette est de 300 000 € uniquement, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment les moyens d'autofinancer des investissements et que donc, s'ils sont significatifs, on devra avoir recours à l'emprunt. Ils seront a priori pas significatifs. D'accord. On n'a aucun investissement massif prévu sur 2024. Parce qu'il y avait 2 lignes en cours de chiffrage. Alors pourquoi ils sont en cours de chiffrage? Tout simplement parce qu'on a, en fin d'année, notifié un marché, donc le marché de 40 000 € d'études pour justement la réalisation des travaux de séparation des eaux usées et des eaux pluviales. Et donc c'est cette étude-là qui doit nous donner le chiffrage. Et comme l'étude vient de commencer, là c'est un peu compliqué. Mais on table pas sur un montant très élevé. Après, je laisse la parole à Leslie. Puis un autre point, là, on est sur un BP et on s'aperçoit qu'on a des CA qui sont incomparablement meilleurs que nos BP parce qu'on est extrêmement prudent sur nos BP. C'est-à-dire qu'on minore au maximum les recettes, on majore de manière disons qu'on est plus que réaliste sur les dépenses. Et en réalité, on s'aperçoit qu'on clôture, ce qui est plutôt d'ailleurs de bonne gestion, qu'on arrive à des CAF nets bien supérieurs. Donc, je ne suis pas inquiet sur la réalisation 2024, en sachant que de toute façon, le temps qu'on fasse l'étude, on aura le temps éventuellement de réaliser des travaux, parce qu'après, il y a éventuellement des appels d'offres. Donc, de toute façon, ce sera a priori pas avant 2025. C'est ça, c'est ce que vous vouliez dire. D'autres questions? Oui. En fait, ce n'est pas une question, ce serait une réflexion sur la méthanisation. Si la méthanisation, c'est pour fabriquer du gaz qu'on injecte dans les réseaux, il me semble qu'il n'y a pas forcément un intérêt majeur à l'installer dans une région comme la nôtre, qui est plutôt à vocation d'habitation, contrairement à des chaudières bois ou autres qui pourraient faire là par contre de la chaleur pour injecter dans notre réseau de chaleur, qui là par contre ne peut pas vraiment se transporter. On est obligé d'avoir de la production de chaleur à proximité des habitations. Et donc si on a du terrain pour faire quelque chose, je pense que ça serait beaucoup mieux de le réserver pour faire de la production de chaleur, pour injecter dans notre réseau, et plutôt laisser des espaces ou des installations industrielles déjà existantes méthanisées à côté de réseaux de gaz. Enfin, c'est une réflexion un peu générale que j'ai, parce que j'ai visité quand même des méthanisations. C'est quand même des très grandes surfaces, en particulier quand on sort du réacteur et qu'on veut avoir les digestats. Enfin, c'est quand même des installations qui prennent une très grande surface. Et je pense que ce n'est pas forcément dans des sites comme, des agglomérations comme les nôtres que c'est le bon positionnement. Il y a juste Monsieur Cattier qui veut prendre la parole. Oui, merci. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre l'essai dans la CHGBS, l'essai qui consiste à collecter donc les déchets organiques et à les traiter avec une machine à faire du compost, un composteur. Il se trouve que nous, ça marche très très bien et on récolte vraiment beaucoup de déchets. Le fait que le composteur soit à proximité, c'est un atout. Est-ce que c'est une solution qui est plutôt une solution de proximité ou une grande solution dont il faudrait parler? Est-ce qu'il n'y a pas quelques conflits là-dedans? Alors, l'expérimentation dont tu parles à Croissy, pour l'instant, elle est quand même sur un périmètre. 2000 personnes. Oui, plutôt restreint, ce qui n'a rien à voir avec les 360 000 habitants qu'on a. Donc, pour l'instant, moi, je trouve qu'il est intéressant de faire des expérimentations parce que ça permet effectivement, par une logique de test, de voir un petit peu ce qui fonctionne pas et tout. De là à ce que ça devienne véritablement un écosystème qui, à défaut d'être rentable, ne soit pas trop coûteux, on en est très très loin. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas. Il y a beaucoup trop d'incertitudes, il y a beaucoup trop d'aléas, pour pouvoir prendre des positions ou des décisions. Et effectivement, sur l'usine de méthanisation, il faut être très, 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 très prudent. Je suis assez d'accord. D'abord parce qu'effectivement, il y a un sujet d'espace, vous avez tout à fait raison. Deuxièmement, on est quand même en zone très urbaine, je rejoins. Je voudrais peut-être que Arnaud, tu dises un mot, même si pour l'instant, on est là encore plus que dans des prémices.
sur ce que propose Engie, puisque ça a été évoqué, parce qu'il y a un point quand même que je voudrais profiter de ce débat d'orientation budgétaire que je souhaiterais évoquer, c'est le sujet effectivement d'un éventuel complément d'apport en chaleur, puisque notre réseau s'étend. Pour information, nos amis de Rueil, enfin le réseau va passer le pont cet été, hein, voilà, c'est Pont d'Arcole pour alimenter pour nos amis de Rueil. Donc ça y est, les travaux sont programmés et on va essayer et le pont ne sera pas fermé, je le précise tout de suite parce que ça a été quand même l'énorme sujet. Hein, c'est comment réussir à faire traverser ce tuyau sans fermer le pont. Hein, donc ça y est, les solutions ont été trouvées et le pont ne sera pas fermé, ou tout au moins, s'il y a quelques jours de fermeture, ce sera durant l'été et ce sera seulement à partir de 9h30 du matin dans le sens Château-Paris, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, comme notre réseau de chaleur est victime de son succès et tant mieux, il va y avoir peut-être un sujet effectivement parfois de puissance. Et donc, Engie nous a pré-proposé une solution, soit toi Arnaud, soit vous Leslie, peut-être en dire un mot, pour justement rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, écoute, très brièvement, tu as quasiment tout dit. En fait, le succès du réseau de chaleur a été très fort à la suite de la flambée des coûts énergétiques consécutifs à l'invasion de la Russie en Ukraine. Et donc, beaucoup de syndics de copropriété ont changé radicalement leur vision de la perception qu'ils avaient du réseau de chaleur. Et après avoir été particulièrement réticents, malgré la mise en place d'ambassadeurs dans chacune des villes qui souhaitaient, et qui étaient souvent les plus proches du réseau de chaleur, qui souhaitaient faire en sorte de pouvoir y raccorder les bâtiments publics et les bâtiments privés collectifs. Après une période de stagnation de développement commercial, on a eu une adhésion très forte et brutale donc, post à la crise énergétique. Et aujourd'hui, il y a clairement un déficit de capacité à constater. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau ne peut pas être déployé plus en avant qu'il ne l'est aujourd'hui pour une bonne et simple raison, c'est que l'opérateur, donc Engie, considère que, économiquement parlant, les candidatures qui apparaissent aujourd'hui ne permettent pas une rentabilité suffisante au regard des investissements à consentir compte tenu de la durée restante du contrat. Donc la question qui se pose et qui se posera ou qui ne se posera pas, c'est à nous de prendre la décision, est de savoir si, pour donner satisfaction à ces habitants donc de notre collectivité au sens large, s'il faut que nous prenions toutes les précautions d'usage, et notamment vis-à-vis du préfet et avec le retour préfectoral, pour pouvoir envisager ou non une extension de cette DSP pour pouvoir raccorder un certain nombre de bâtiments publics et de bâtiments collectifs qui sont aujourd'hui candidats et pour lesquels la réponse ne peut pas être positive. Et juste à noter un tout petit point, sans y voir une quelconque malice de ma part, mais le raccordement à Rueil, qui paraît tellement lointain pour un site industriel qui se trouve à la limite de Carrière-Château et Montesson, peut paraître incongru. Il y a des gens qui prennent le sujet en marche aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas connu connaissance en tant qu'individu des démarches entreprises par nos équipes pour pouvoir essayer de faire adhérer les syndics de copropriété. Alors certains ont rapidement saisi la balle au bond et d'autres se sont braqués et finalement ont fini par céder face à l'insistance très forte des copropriétaires dans certains endroits. Donc aujourd'hui, on a une configuration qui se présente à nous, qui est de savoir comment on répond, si possible favorablement, parce qu'effectivement, c'est extrêmement vertueux et en plus, c'est aussi très proche. Comment on est capable demain de raccorder ces nouveaux candidats dans les villes limitrophes qui aujourd'hui frappent à la porte de l'usine pour demander un raccordement au réseau de chaleur. Voilà. Mais Leslie pourra aisément, très largement compléter ce que je viens de dire. Oui, donc pour les éléments techniques, en fait, la proposition d'Engie pour pouvoir satisfaire, en fait, s'il y a une extension du réseau de chaleur,
ce serait un stockage d'appoint en fait, parce que l'usine en fait aurait la capacité de fournir. L'étude d'Engie est de toute façon corrélée avec ce que l'usine peut fournir, mais il faudrait en effet un stockage d'appoint pour les moments d'appel de puissance en fait au réseau. Et la solution qui a été présentée par Engie et qui demande encore plus de précision avant que, enfin voilà, qu'on puisse la retenir, c'est, si vous voulez, comme un ballon d'eau chaude en fait que vous avez chez vous. C'est un château d'eau, mais d'eau chaude où on viendrait stocker l'eau chaude en fait pendant les périodes en fait où on n'a pas besoin de grosses fournitures en fait de l'usine. On viendrait stocker cette eau chaude dans un gros château d'eau et au moment des appels de puissance, on viendrait déstocker en fait ce château d'eau, en fait, ce gros ballon d'eau chaude. Voilà. Oui, enfin, je voudrais dire que quand il y a eu la négociation de la DSP là, sur le réseau de chaleur, à l'époque, Engie, il n'y avait pas de souci pour monter à 110 000 MWh. Ça n'a jamais été abordé, ce genre de question, hein. C'est quand même très curieux, ça, hein. Mais comme je connais très très bien le groupe Engie, je comprends tout à fait leur technique, hein. On est bien d'accord. Je vais conclure là-dessus. Pour vous dire à quel point on va être extrêmement attentif et vigilant quant à la proposition d'Engie, qui nous a sorti ça du chapeau il y a 1 mois et demi, 2 mois. J'ai donc demandé à notre AMO d'abord d'évaluer. Pour l'instant, Engie n'a pas non plus finalisé son offre, donc on a déjà demandé d'évaluer l'offre, parce qu'il n'est pas question que la politique du citrus soit dictée par Engie. Donc on va effectivement regarder exactement à quoi ça correspond, les coûts, l'impact, etc. Et il est évident que je les vois venir aussi, et que nous aurons exactement la même réaction qu'avec Suez, c'est-à-dire qu'il n'est pas question artificiellement de prolonger une DSP. Encore une fois, je suis un garçon dynamique, mais je n'ai pas obligatoirement envie de passer quelques heures désagréables chez un juge d'instruction, hein. Donc, il n'est pas question, là encore, exactement comme Suez, de poursuivre ou de prolonger de manière artificielle la DSP d'Engie, surtout qu'il va falloir quand même expliquer, si jamais on le fait, où est l'urgence et où est la nécessité absolue de poursuivre, hein, en sachant que les contrôles de légalité et les chambres régionales des comptes et les procureurs de la République et les juges d'instruction sont de plus en plus attentifs justement aux DSP et à leur prolongation abusive, hein. Donc voilà, Engie nous a fait une proposition, on est en train de l'évaluer parce que c'est aussi notre rôle de regarder techniquement ce sujet, hein, de façon à ce qu'effectivement, s'il y a une extension forte, comme c'est le cas en ce moment, on n'ait pas de baisse de charges trop forte et qu'on ne puisse pas compenser ici, hein. Ça peut arriver, il faut l'évaluer, mais il est évident que d'abord, de toute façon, ce sera évoqué par le bureau et par le conseil syndical. On ne va pas s'amuser à donner un accord comme ça va être dans les mois, peut-être dans l'année qui vient, hein, et de toute façon, ce sera avec la plus grande vigilance. Je te rejoins totalement sur le sujet. C'est pour ça que moi j'ai fait un peu des bons quand j'ai faut demander à Leslie, quand elle m'a appelé en me disant, mais j'ai dit, c'est quoi ce truc qui sort brusquement maintenant, comme par hasard, à un moment où on commence à parler, même si c'est encore loin, éventuellement poursuite de la délégation de service public. Juste un commentaire, pas sur l'extension de la délégation, mais je trouve que Arnaud a dit très modestement que le succès était lié à la hausse des coûts énergétiques. La perception que j'en ai, et pour pas travailler du tout sur le sujet, puisque c'est pas de la compétence, je suis sur le traitement, c'est que le succès, il est aussi lié à la stratégie que vous avez mis en place et au travail que vous faites avec Arnaud, avec tous les ambassadeurs, et ça, c'est les retours terrain que j'ai eu moi des syndics de copro, qui étaient plutôt contre, et pour des modèles économiques notamment, hein, et qui sont devenus plutôt positifs, parce que en fait, vous avez réussi aussi à faire un gros travail d'image qui a fait changer la perception des propriétaires qui ont mis la pression sur leur syndic. Donc j'ai trouvé que c'était très classe de ta part, Arnaud, de dire que c'était grâce à la hausse des coûts énergétiques. Je suis assez convaincu que c'est la stratégie que vous avez mis en place quand même qui fait le succès. Oui, puis avec des syndics. Merci beaucoup, mais je ne sais pas qui remercier parce que je ne vois pas qui vient de parler. Pardon, Julien Chambert. Ah, très bien. Merci, Julien. Oui, effectivement. Bon, disons qu'on a été, on a profité intelligemment d'une conjoncture porteuse. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de terrain et c'est pas forcément nous qui l'avons. Enfin, il y a eu
on a fait un travail de terrain intéressant. Et je dois remercier pour le coup tous ceux qui sont allés au-devant de tous les syndics de copropriété pour vendre cette très belle histoire. Et effectivement, ça a eu un fort succès, mais quelquefois avec du retard. Et en fait, on a accompagné, grâce à la mobilisation des ambassadeurs dans chacune des communes concernées, on fait un gros travail de proximité et qui a permis d'accroître la notoriété de ce site industriel qui, pour beaucoup de gens, reste quand même une déchetterie. Et pour le coup, certains ont compris que ça pouvait aussi avoir un impact environnemental particulièrement élevé et concret pour eux à proximité immédiate. Il y a Oui. eu d'autres remarques, oui. Oui, moi j'ai une remarque. Je pense que c'était aussi le boulot d'Engie de faire ce travail. Et c'est parce que ce travail n'a pas été forcément fait que les collectivités ont été obligées de le faire. Ouais, Oui, ouais. oui, vous avez raison, mais en fait, à un moment donné, on marche main dans la main et l'objectif, c'est qu'on arrive à obtenir un résultat. Mais il faut pas nier le fait que quand vous vous présentez en tant qu'acteur privé, vous êtes peut-être un petit peu moins écouté que si le porte-parole là est exécuté par la puissance publique. Oui, mais vous savez, cet aspect commercial, c'était le principal grief que l'on avait dans la précédente DSP avec Engie. Oui. Ouais, alors on va positiver en disant que ça a été un travail commun, mais bon, je partage en partie. Disons que heureusement qu'on a un peu boosté et que Arnaud a fait un travail d'engueulade assez régulier vis-à-vis des équipes d'Engie, parce que je suis assez d'accord, il y a quand même eu des misfits. Moi, j'ai quand même eu quelques échos aussi de mon côté directement sur Chatou pour la partie Chatou. Voilà, bon, disons qu'il y a un travail du Citru, des ambassadeurs, des relais dans les communes, et puis d'Engie. Voilà. Et puis c'est vrai quand même, il faut être honnête, favorisé par un contexte qui est devenu nettement plus favorable. Et effectivement, des syndics qui jusqu'alors étaient arc-boutés et qui, sous la pression des des copropriétaires, ont cédé, quoi. Y a-t-il encore des remarques? Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, alors, Allô? d'abord Philippe Langlois Oui, et pardon. ensuite. Juste une petite question. Quand j'entends effectivement les résultats, effectivement, bravo pour tous les choix, bien sûr, ça nous donne de la marge de manœuvre. Moi, quand je travaille donc sur les biodéchets de demain et que nous, à Pold, on a d'autres villes qui sont gérées par le SICTOM, en fait, à chaque fois, je trouve qu'on est en difficulté, nous, pour parler de services que l'on pourrait apporter aux collectivités, justement, sur tout ce qui est ces biodéchets, et le compostage, et les maîtres composteurs, et tout un ensemble d'éléments qui permettraient voilà, de pouvoir valoriser notre syndicat. Et on a toujours on a toujours un peu cette impression qu'on est derrière, qu'on ne peut pas faire parce qu'on avait des difficultés financières, etc., etc. Alors, on en a peut-être un peu parlé, et j'ai peut-être pas été très à l'écoute à ce moment-là, mais c'est vrai que ce serait intéressant qu'on puisse bénéficier de services de la part du Citru sur tout ce qui est en train de se passer avec la loi qui a été mise en place. Encore une fois, c'est bien sûr quelque part le rôle du Citru, mais c'est aussi pas le rôle du Citru. C'est-à-dire que ce sujet de sensibilisation des ménages, de déploiement, de ramassage, etc., c'est le rôle de nos trois entités ou de nos trois partenaires. Donc Paul de l'un côté, Versailles Grand Parc de l'autre et la CHGBS en troisième. C'est elles qui sont moteurs dans cette affaire. Le Citru n'a pas de vocation directe, alors que le Citru soit un acteur et que pourquoi pas, dans le cadre notamment des journées portes ouvertes ou des communications qu'on fait, on puisse rappeler l'importance, mais nous, on est pour l'instant une unité de traitement et de retraitement. Donc, bon, voilà, c'est vraiment pas notre cœur de métier. C'est vraiment pas notre cœur de mission non plus. Alors qu'on participe à la réflexion globale et qu'on s'interroge effectivement sur la possibilité ou pas d'installer ici ou de regarder à une échelle territoriale plus large la mise en place d'une unité. Oui, ça c'est notre rôle. De là à les sensibiliser au sein des villes, etc., là c'est plus notre rôle. Je veux dire, ça c'est la CHGBS, il y a des opérations qui sont menées dans ce cadre. Moi je parle pour la CGBS. Pour l'instant, c'est vrai que c'est relativement balbutiant. Je vous rejoins totalement, au moins à la CGBS. On est vraiment au début du début.
Mais quelque part, le Citru, oui, au moment, par exemple, qu'on va faire notre journée porte ouverte, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, et on va tout faire pour que ce soit un vrai succès, oui, qu'on ait un espace sur le sujet en disant, voilà, mais quelque part, encore une fois, c'est pas notre cœur de métier, c'est pas notre mission. Hein. Donc, voilà, c'est pas notre mission. Et d'ailleurs, vous avez à juste raison évoqué la POLD. C'est-à-dire que c'est vous, au sein de votre entité propre, qui menait ça. Et je ne sais pas où ça en est côté Versailles Grand Parc. Oui, je voudrais confirmer qu'effectivement, on est exactement sur la même trajectoire, c'est-à-dire que c'est l'aglo qui étudie toutes ces questions-là et qui participe d'ailleurs aux organisations professionnelles qui partagent justement sur toutes les expériences qui existent dans le domaine. Je pense à Amorce notamment. On est très actif dans ce domaine-là, mais aussi au niveau de l'Île-de-France avec les réunions d'élus, etc., qu'on a où on échange sur tous ces sujets-là, notamment sur la tarification incitative, par exemple, qui est un autre sujet tout à fait intéressant. Eh bien, c'est vraiment à notre niveau que ça se passe. Il n'y a pas de... Et évidemment, nous, on a choisi le même... à peu près pour l'instant, on a mis en priorité absolue le compostage. La collecte, on la fera de façon sélective, entre guillemets, là où on ne peut pas mettre de composteur, et ça réduit considérablement les potentiels. Et donc, on a forcément, pour pouvoir trouver des exutoires et être efficace dans la gestion de ces matières qui seront relativement peu importantes en termes de volume, il va falloir qu'on ait une réflexion entre agglos, parce que c'est au niveau des agglos, et aussi, bien sûr, avec les syndicats de traitement, pour définir ensemble si on a intérêt à se regrouper ou si chacun va dans son coin. J'ai entendu, par exemple, des exutoires, parler d'exutoires à 200, 300 km pour gérer cette collecte des biodéchets, ce qui est une aberration totale, puisque ça veut dire qu'en termes de bilan environnemental global, on arrive à quelque chose qui est à peu près à somme nulle, compte tenu de ce qu'on va collecter et de ce qu'on va dépenser pour essayer de produire du gaz. Donc tout ça, ça fait partie des réflexions que nous menons, et je ne pense pas que le Citru est un des acteurs, mais la vision globale, je pense que c'est quand même au niveau des agglos qu'on l'a. Juste pour répondre, on est bien d'accord évidemment que c'est pas le cœur du métier, c'est évident. Moi, dans ce que j'aimerais bien effectivement que le Citru puisse accompagner. C'est plus, alors pourquoi pas si c'est Paul, mais Paul, on va avoir donc des délibérations où on expliquera que il y a la ville de Rueil qui spécifiquement est sur le Citru, demande à avoir un budget pour pouvoir avoir une aide sur je parlais des maîtres composteurs, c'est quelque chose de très spécifique. C'est pour aider la population à savoir gérer leur composteur, parce qu'il va y avoir tout un travail autour de ce composteur que les gens auront chez eux. Donc, on aura un budget et on dira, bah oui, le SICTOM, il n'y a pas de problème, il paye pas besoin puisque le SICTOM paye effectivement cet accompagnement. Par contre, on donnera une subvention à la ville de Rueil qui, lui, est au Citru, etc. Donc, voilà. Non, mais en termes de... OK. Mais en termes, oui, après se posera la question de dire, oui, tiens, le SICTOM fait pas son boulot de fond. Mais c'est vrai que ça me... Bon, maintenant, vous avez raison, on est bien d'accord pour dire que c'est pas le cœur de métier. Puis alors, le SICTOM, alors j'aimerais bien, je suis pas sûr que j'aimerais bien être comme eux. En fait, mais je préfère, c'est incomparable. La puissance du SICTOM par rapport à nous, voilà. C'est malheureusement, on ne joue pas dans la même cour, faut être clair. Hein. On ne joue pas dans la même cour que le SICTOM. Je rappelle quand même qu'on est sorti du SICTOM parce que nous étions d'abord minuscules dans le SICTOM et que il y avait une certaine opacité dans la façon dont étaient gérées les contributions des collectivités et les retours aux collectivités. Alors effectivement, comme ils gardent tout et qu'ensuite ils décident de façon sélective comment ils vont sur certains programmes, aller sur d'autres, etc., on a l'impression qu'ils payent. Mais en réalité,
Ils payent pas. Ils nous rendent de l'argent qu'ils ne nous ont pas donné. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est sorti. L'autre raison étant évidemment que en termes de coûts à la tonne, ils sont incomparablement plus élevés que nous. Y a-t-il d'autres remarques Oui. Monsieur Andrade, oui. Oui. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Et le premier point concernant le déploiement à l'aide des ambassadeurs et selon la formule précédemment énoncée de reprendre ce qu'a dit Arnaud avec pudeur. Le déploiement s'est quand même fait avec à double tranchant, hein, puisqu'il y a quand même des administrés ou des représentants de copropriété que l'on n'a pas pu brancher au Citru, au réseau de chaleur, pour cause de non-viabilité économique selon Engie. Hein. Et donc autant ça a été bénéfique en termes de déploiement commercialement parlant, autant pour nous élus, on a quand même dû décevoir un certain nombre de copropriétés que nous n'avons pas raccordées pour cause de l'équation économique. Alors qu'on est sur le sol de carrière, Houille, Chatou, Montesson, et que dans le même temps, on raccorde Rueil. Hein. C'est simplement un rappel que le satisfecit, il est quand même à modérer de ce point de vue-là, et qu'on a quand même un petit travail à faire. Alors, je ne sais pas si ça se fera au prix d'une extension de la DSP, et je ne veux pas ouvrir de débat particulier là-dessus, c'est pas forcément le point, mais il y a quand même cette déception que l'on a générée avec cette action commerciale reprise par les ambassadeurs. Ça, c'était mon premier point. Et sur le deuxième point, qui était le sujet précédent, Eric, je crois qu'on en avait parlé. Autant j'étais un peu de ton avis, puisque j'ai commencé, d'ailleurs, Leslie le sait, j'ai commencé par rentrer dans l'art de Madigou sur cette histoire de solution de stockage qui sortait un peu de nulle part, dont on n'était pas du tout au courant. Autant à la réflexion, il y a quand même techniquement cette analyse un petit peu fine à faire avec les effets de crête, puisque le but de cette solution qui a été avancée par Engie était quand même d'effacer le nombre de crêtes que l'on génère désormais, puisqu'on est donc la production d'énergie. Si les fours tournent normalement, elle est stable. Or, en fonction de la température externe, hein, en période hivernale notamment, vous avez des tirages d'énergie qui peuvent être bien supérieurs à ce que le Citru peut fournir en énergie de façon, on va dire, monotone ou stable. Et donc, vous avez des effets de crête. Et c'est pour effacer ces effets de crête qui sont de plus en plus nombreux, parce qu'évidemment, nous étendons le réseau. Et donc, il y a de plus en plus d'énergie qui est fournie à l'extérieur. Et donc, vous avez de plus en plus d'effets de crête et de dépassement de ce qui est capable de fournir le Citru en chaleur. Et je pense qu'il y a quand même un débat sur cette solution de stockage qui pourrait permettre de moins compenser avec du gaz, qui est quand même coûtant, particulièrement coûtant et de plus en plus régulier pendant l'année, et notamment en période hivernale. Et donc, cette histoire de stockage par eau chaude, hein, d'énergie pour réinjecter dans le réseau au moment où il y a des tirages plus conséquents en période hivernale n'est pas complètement inaudible. Je pense que ça c'est pas forcément ajouté automatiquement à la poubelle. Et à la réflexion, ça mériterait peut-être d'être étudié finement. Mais c'est ce qu'on fait, hein. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai dit, j'étais juste un peu surpris de l'arrivée, et je partageais un Oui, peu. moi aussi. Ouais. Voilà, j'étais juste un peu surpris de l'arrivée brutale de cette proposition, alors qu'on en avait jusqu'alors pas du tout parlé, et que c'est pas nouveau. L'extension vers Rueil, etc., ça fait quand même 2 ans et demi qu'on en parle. Donc c'est vrai que brusquement, qui nous amène ça sur le tapis sans avoir jamais parlé, ça nous avait surpris. Mais je suis d'accord, c'est loin d'être d'une solution à écarter de base, hein. Et c'est pas du tout l'esprit. C'est pour ça qu'on fait travailler notre AMO. Il va falloir voir ce qu'il nous propose avec. Enfin voilà, il va falloir regarder ça dans son ensemble. Mais je suis plutôt d'accord, et d'autant plus que plus on utilisera de gaz, plus ça va détériorer aussi nos ratios. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Je disais juste, et je rejoignais, voilà, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, je veux juste exactement voir où ils vont à la fin.
Voilà, ça c'est le premier point. Et pour le deuxième, oui, effectivement, Engie, ils ont un sujet, hein, c'est-à-dire que sur les entités inférieures pour les collectifs à 25-30 appartements, ils n'y arrivent pas. Bon, on peut espérer que ça va s'améliorer parce qu'effectivement, s'ils améliorent leur système progressivement, ils vont pouvoir faire des petits branchements par rapport à leur réseau actuel. On espère tous y aller. C'est vrai qu'on a fait quelques déceptions, mais j'assume totalement le fait qu'on soit allé à Rueil. Et je le dis très ouvertement parce qu'à partir du moment où on est dans une logique de communauté, qui est composée de 3 entités, il faut que tout le monde, dans la mesure où c'est faisable et c'est vivable, hein, bien sûr, puisse être servi. Il n'y a pas des privilégiés, entre guillemets, et des non privilégiés. Et dans la mesure où c'était possible de le faire pour aller à Rueil, je pense que c'est important. Rueil est quand même un partenaire fondamental pour nous au sein du Citru. Donc, moi, le point d'attention, c'est de voir si techniquement et financièrement, parce qu'en général, tout ça, ça va s'améliorer et ils auront peut-être des solutions techniques moins coûteuses dans les années à venir et qu'effectivement, on pourra aller raccrocher des petits collectifs qui, jusqu'alors, n'ont pas pu bénéficier de ça. Hein, voilà, ça, c'est sûr que c'est un souhait et qu'il va falloir regarder comment ça évolue. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. S'il n'y a plus de remarques, oui. Sur le stockage, ça m'intéressera beaucoup de regarder cet aspect technique parce que intuitivement, faire du stockage sur de l'énergie, dans la mesure où il y a des chances quand même que ce ne soit pas tellement un problème journalier, mais quand même des stockages qui ont besoin d'être sur des périodes longues, ça veut dire quand même des très gros volumes d'eau chaude à stocker. Et je suis intuitivement un peu surpris. Autant si ça avait été sur un niveau journalier, on imagine que ça pourrait se faire, mais normalement sur la chaleur, il n'y a pas trop de problèmes journaliers parce que quand même, il y a une inertie thermique dans les bâtiments qui fait que normalement c'est relativement lissé la consommation d'énergie dans les réseaux de chaleur. Enfin, Pardon, le pic de consommation journalier, c'est l'eau chaude. Ah oui, mais ça, absolument. Alors du coup, il y a un autre truc qu'il faut absolument regarder, c'est comment on fait pour réguler la charge. Parce que c'est les problèmes que moi je travaille à RTE, alors pour ça je regardais souvent les questions d'un point de vue d'électricien, mais quand même on a des choses qui se ressemblent, et pendant des années on a subi la charge. Tous les travaux des dernières années, c'est comment on arrive à piloter la charge pour pas faire des investissements, pour passer des pics qui nous coûtent des fortunes à passer. Donc comment on a une capacité, et sûrement sur l'eau chaude, dans la mesure où souvent il y a des ballons, il n'y a pas de raison de laisser faire la prise de chaleur n'importe quand et que ça nous génère des problèmes qui après généreraient des investissements inutiles. Non, mais justement, le stockage eau chaude, enfin, à ma connaissance, c'est vraiment pas une mauvaise solution là-dessus. C'est le même système que le ballon d'eau chaude, sauf que c'est un gros ballon. Après, on pourrait aussi mettre des ballons d'eau chaude dans chaque sous-station d'immeuble, mais ce serait un investissement beaucoup plus important et plus complexe à gérer. Voilà, l'appel d'eau chaude, il est le matin avec les douches, tout simplement. Ah non, pas derrière la sous-station. Quand il y a une distribution par une sous-station Engie, c'est l'eau chaude. Voilà, il n'y a pas forcément un ballon. Bien, écoutez, je vous propose d'attendre que Engie nous fasse sa proposition. Hein, et puis effectivement, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va être décidé en catimini. Hein, bien sûr, tout le monde participera. Ce sera une présentation globale parce que c'est très important de voir un petit peu exactement ce qui est proposé. Si vous en êtes d'accord, on considère que ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu. Et je propose à l'ensemble des présents, et tant pis pour les absents, de partager comme d'habitude le verre de l'amitié. Bon, ben donc bonne soirée. On peut laisser la vidéo si vous voulez. Merci. Vous pouvez nous regarder manger si vous voulez. Hein. Eh oui. D'accord.